Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace hors du temps, une bulle de douceur où nous prenons le temps d'écouter les murmures de l'âme. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement avec une tasse de thé chaud. Et laissez-vous porter par la voix qui vous accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi vaste que l'océan et aussi intime qu'un battement de cœur, la vie des femmes. Pas celle des héroïnes de cinéma ou des figures historiques au destin grandiloquent, non, nous allons parler de la femme du quotidien. Celle qui aime, qui pleure, qui doute, qui se sacrifie, et qui, dans le silence de sa routine, accomplit des miracles invisibles. À travers les pages d'un recueil magnifique, nous allons tisser ensemble une toile d'histoires vraies, d'émotions brutes, et de leçons de vie qui, je l'espère, résonneront profondément en vous. Commençons par ce moment charnière que connaissent tant de mères, l'instant où l'on réalise que notre enfant n'est plus un bébé, mais un être indépendant qui s'apprête à voler de ses propres ailes. Imaginez une maison en effervescence. C'est un jeudi soir, et au lieu de se détendre devant la télévision, toute une famille est en état d'alerte maximale. La mère frotte chaque centimètre carré du sol, décore les fenêtres, prépare des montagnes de nourriture. Pourquoi? Parce que son fils de 16 ans, Jake, s'apprête à recevoir sa première petite amie, Shauna, rencontrée sur Internet. Cette mère, le cœur palpitant, observe son fils se transformer. Lui qui d'habitude est si négligent, le voilà qui prend des douches interminables, se brosse les dents 2 fois. S'inquiète de l'odeur d'une bougie parfumée. Il ne veut pas sentir comme un gamin. Et dans le cœur de cette mère, une tempête fait rage. Elle s'allonge sur le canapé, épuisée, et soudain, une peur irrationnelle l'envahit. La peur que cet inconnu brise le cœur de son fils, la peur de perdre sa place de femme principale dans la vie de son enfant. Elle se rend compte qu'elle frôle la jalousie, une jalousie maternelle face à la jeunesse et à la passion naissante. C'est un moment de vulnérabilité absolue, où elle doit accepter que son rôle de protectrice omnipotente touche à sa fin. La nuit venue, elle fait un rêve étrange où la fameuse Shauna apparaît sous les traits de la petite voisine d'enfance de Jake, une rousse espiègle. Au réveil, les larmes coulent. Elle pleure parce qu'elle sait que son fils grandit. Et quand la véritable Shauna arrive enfin, avec son père, la mère ravale ses peurs. Elle voit son fils flotter sur un nuage et, malgré la certitude qu'il connaîtra un jour des peines de cœur, elle comprend que c'est le début de son voyage vers l'âge adulte. Elle s'avance et accueille la jeune fille avec une joie sincère, trouvant la paix dans le lâcher-prise. Ce lâcher-prise, cette acceptation que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous amène à réfléchir sur la manière dont nous jugeons nos propres parcours. Souvent, la société nous impose des normes, des diplômes, des chemins tout tracés. Mais que se passe-t-il quand on refuse de suivre ce chemin? Pensez à cette jeune fille qui, à 14 ans, détestait l'école. Non pas par rébellion stérile, mais parce qu'elle ne voyait aucun sens à apprendre des choses qu'elle oublierait. Ses professeurs la considéraient comme un cas perdu. Elle a fini par abandonner le lycée, portant sur ses épaules le poids du jugement de ses parents et de la société. Elle s'est perdue dans de mauvais mariages, dans l'alcool, essayant de masquer son sentiment d'infériorité parce qu'elle n'avait pas ce fameux morceau de papier, ce diplôme censé valider son intelligence. Mais la véritable éducation ne s'arrête pas aux portes d'une salle de classe. Avec le temps, elle a trouvé un homme bon, a eu des enfants, et a décidé de les éduquer elle-même, à la maison. Elle a transformé son foyer en un sanctuaire d'apprentissage, fabriquant des bols en argile, étudiant les têtards dans la mare, dévorant les livres de la bibliothèque. Elle a prouvé que l'intelligence et la valeur d'une femme ne se mesurent pas à un bulletin de notes. Un jour, entendant son fils défendre fièrement sa mère face à un ami snob, elle a compris que rien ne pouvait l'arrêter. Elle avait forgé sa propre réussite. Cette redéfinition de la réussite nous pousse à nous interroger sur ce que signifie réellement travailler. Dans un monde qui valorise les carrières lucratives et les titres ronflants, le travail d'une mère au foyer est souvent relégué au second plan. Imaginez cette femme, ancienne cadre supérieure, qui se retrouve à élever 6 enfants. Un jour, épuisée, au bord de la crise de nerfs, elle fuit sa propre maison et va se cacher dans son camion, sur l'allée, baissant le pare-soleil pour pleurer en paix. Elle rêve de démarrer et de partir loin de cette cacophonie. Mais soudain, la portière s'ouvre, son petit de 2 ans apparaît, pieds nus, la regardant avec innocence. Et là, l'instinct maternel reprend le dessus. Elle soupire et accepte que ce travail, ce vrai travail de mère, est le plus ingrat mais le plus vital au monde.
Elle accepte de n'être qu'un numéro aux yeux de la société, car dans les yeux de ses enfants, elle est le monde entier. Et pourtant, même avec cet amour incommensurable, vient un jour où les enfants partent. La société s'attend à ce que les mères s'effondrent en larmes le jour de la remise des diplômes ou du départ pour l'université. Mais une de ces mères, au contraire, se sentait légère. Elle n'a pas pleuré. Elle a ressenti un soulagement immense, la satisfaction du devoir accompli. Elle avait passé sa vie à préparer ses enfants pour ce moment précis, volés de leurs propres ailes. Pourquoi pleurer quand on a réussi à élever des êtres humains prêts à affronter le monde? C'est une forme d'amour profond que d'accepter que notre rôle évolue, que le nid se vide. Et que nous puissions enfin retrouver un espace pour nous-mêmes. Parfois, cependant, le chemin de la maternité nécessite de ravaler sa fierté et de demander de l'aide. Prenons l'histoire de cette jeune mère célibataire de 20 ans. Divorcée, fauchée, elle erre d'appartement minable en caravane insalubre. Essayant désespérément de prouver qu'elle peut s'en sortir seule avec son fils. Finalement, vaincue par la précarité, elle retourne vivre chez ses parents. Au début, elle est rongée par l'amertume, persuadée d'avoir échoué. Elle s'assoit sur le porche et se plaint à sa mère de l'injustice de sa vie. Et sa mère, avec la sagesse douce de l'âge, lui répond une chose bouleversante: « As-tu déjà pensé que Dieu a arrangé tout cela non pas pour toi, mais pour le bien de ton fils ?» Cette phrase agit comme un électrochoc. La jeune femme regarde son fils, heureux, bricolant avec son grand-père dans le garage, entouré de l'amour inconditionnel d'une famille stable. Elle comprend alors que sa fierté devait s'effacer devant le bonheur de son enfant. Le panneau que son fils a fièrement peint et posé devant la maison, portant l'inscription « Maison spéciale », devient le symbole de cette acceptation. Cette transition de la jeunesse à la maturité nous amène inévitablement à contempler l'évolution de l'amour amoureux. Ah, l'amour! Quand on est jeune, on rêve de perfection. Mais la vraie beauté de l'amour se révèle souvent dans ses imperfections. Une femme, assise seule dans un café, observe les clients. D'un côté, un jeune couple magnifique, tiré à 4 épingles. La femme est sublime, l'homme est élégant. Mais ils sont silencieux. Ils boivent leur café sans se regarder, sans un sourire, comme deux statues de marbre glacial. De l'autre côté, un couple d'une 60aine d'années entre. L'homme a un ventre rebondi, des chaussettes noires ridicules avec des sandales. La femme porte un short, et il lui manque un avant-bras, elle n'a que de petits appendices au niveau du coude. Et pourtant. Il rit, il plaisante avec la serveuse, il se touche avec une tendresse infinie. En partant, l'homme oublie son chapeau rouge. Il revient le chercher, s'approche de la narratrice et lui montre fièrement une petite broche en forme de cœur sur le chapeau. En lui confiant que sa femme la lui a offerte il y a 40 ans et qu'il ne s'en sépare jamais. La narratrice sourit, les larmes aux yeux, se rappelant les mots de son défunt père. Les fruits les plus doux sont souvent ceux qui ont des défauts et ne sont pas parfaits en apparence. C'est ce couple vieillissant, marqué par la vie, qui possédait la véritable beauté, celle de l'âme. Mais que faire quand l'étincelle de l'amour semble s'éteindre sous le poids du quotidien? C'est le drame de tant de couples. Une femme raconte comment, après des années de mariage, les horaires décalés et la fatigue ont transformé son couple en une machine froide. Les conversations se limitaient à la logistique: comment s'est passée ta journée? Pas trop de bouchons? On mange quoi? La distance s'était creusée. La colère sourde s'accumulait. À l'approche de leur 7e anniversaire de mariage, le désespoir l'envahit. Elle va acheter une carte de vœux, choisissant avec soin les mots qui expriment son désir de raviver la flamme. Le matin de l'anniversaire, elle glisse la carte dans l'attaché-casse de son mari. À son réveil, elle trouve sur la table de la cuisine une enveloppe à son nom. À l'intérieur, une carte identique à celle qu'elle a achetée. Les mêmes mots. Son mari l'appelle au téléphone, la voix brisée par l'émotion. Il a posé sa journée pour qu'ils se retrouvent. L'après-midi même, ils rient à nouveau ensemble. Redécouvrant que ceux qui arrivent à lire dans les pensées de l'autre sont ceux qui s'aiment profondément. Ces petites attentions, ces messages cachés, sont le ciment de l'amour. Certains couples se laissent des mots doux sous les piles de vêtements dans une valise avant un voyage d'affaires. Ou même glisser dans les trous d'une boule de bowling. Ces gestes minuscules rappellent constamment pourquoi on s'est choisi. Cependant, l'amour ne dure pas toujours sous la forme du mariage. Parfois, il se transforme, s'étiole, et se brise. C'est l'histoire d'un meuble, un grand bureau en bois rouge.
Acheté lors des premières années d'un mariage plein d'espoir, ce meuble imposant semblait symboliser la solidité du foyer. Mais le mariage s'est effondré. La femme s'est retrouvée mère célibataire. Pourtant, elle a gardé ce bureau. Il est devenu son confident lors de ses tentatives d'écriture, le gardien des secrets de ses enfants. Le témoin silencieux de sa résilience face à un cancer. Quand son fils aîné a quitté la maison, il a demandé à emporter ce bureau. Elle a accepté. Ce meuble, qui avait vu ses larmes et ses victoires, allait maintenant accompagner son fils dans sa propre vie d'adulte. C'est la transmission silencieuse de la force à travers les objets qui nous entourent. Et puis, il y a la perte ultime. La mort. Comment survivre quand la moitié de son âme s'en va? Une veuve se souvient des derniers jours de son mari, Ben, ravagé par le cancer. Il lui murmure de garder leur maison de vacances dans le Vermont. Quelques années plus tard, elle y retourne avec ses enfants, le cœur lourd d'appréhension. Le voyage est catastrophique, tempête de neige, pneus crevés, et pour couronner le tout, 3 souris mortes dans les toilettes de la maison. Mais au lieu de s'effondrer, elle entend presque le rire moqueur de Ben résonner dans la pièce. Le lendemain, sur les pistes de ski enneigées, baignées de lumière, elle ressent une paix immense. En fouillant dans les poches du vieux manteau de Ben qu'elle porte pour se réchauffer, elle trouve une petite carte Bristol où il avait écrit « Vermont, garde-la si tu peux ». Une vague d'émotion la submerge. Ben était là, avec eux, sur cette montagne. Elle comprend que l'amour transcende la mort et que la maison du Vermont restera leur sanctuaire éternel. Le deuil frappe parfois de manière insoutenable, comme la perte d'un enfant. Une mère raconte la mort de sa fille de 17 ans, Dawn, dans un accident de voiture. La douleur était si atroce qu'elle souhaitait mourir. Mais la vie a ses propres plans de guérison. Quelques années plus tard, son autre fille tombe enceinte. Lors de l'accouchement, difficile et angoissant, la mère soutient sa fille. Quand le bébé naît enfin, c'est une petite fille. La mère de famille avait d'abord redouté ce moment, sachant que l'enfant s'appellerait Dawn Michelle en hommage à sa sœur disparue. Elle avait peur de s'effondrer à chaque fois qu'elle prononcerait ce prénom. Mais en tenant ce nouveau-né dans ses bras, en mêlant ses larmes de joie à celles de sa fille, elle entend une voix murmurer dans son cœur. « Tu vois ? La grand-mère a encore de beaux jours devant elle. » La vie reprenait ses droits, triomphante. Devenir grand-mère est un passage fascinant. Ce n'est pas toujours inné. Une femme avoue qu'elle ne se sentait pas du tout l'âme d'une grand-mère classique. Elle était tendue en tenant son petit-fils. Mais au fil des ans, en entrant dans son monde imaginaire, en jouant avec son ami invisible Mowgli, en faisant du camping dans les bois, elle a découvert une nouvelle forme d'amour, un amour absolu et libérateur. Les grands-mères, d'ailleurs, possèdent une sagesse qui pourrait sauver l'humanité. Imaginez si les grands-mères dirigeaient le monde. Fini les guerres, terminez les conflits armés. Les dirigeants mondiaux s'échangeraient des recettes de cuisine et des astuces pour détacher les tapis. Les grands-mères de pays ennemis s'embrasseraient et régleraient les problèmes de frontières autour d'une tasse de thé. Car aucune grand-mère ne tolérerait que des enfants souffrent. Elle veillerait à ce que chaque être humain ait le ventre plein et s'endorme avec une histoire douce. Mais attention, toutes les figures âgées ne sont pas des clichés de douceur. Prenez la tante Onet. Une femme autoritaire, à la voix rocailleuse, qui terrifiait sa nièce pendant son enfance. Tante Onet gérait les enfants comme un régiment militaire. Et pourtant, derrière cette façade rude, se cachait une femme extraordinaire. Elle volait discrètement des cendriers ou des pots à sel dans les restaurants, mais elle enseignait aussi la générosité, la rigueur, et la résilience. Elle a appris à sa nièce à ne jamais se laisser abattre par un divorce, à apprécier la beauté des objets, et à s'engager dans le bénévolat. Tante Onet était une force de la nature, et à sa mort, l'église était pleine à craquer, prouvant que son amour, bien que rugueux, avait touché d'innombrables vies. La vie nous enseigne souvent ses leçons les plus poignantes lors de moments extrêmes, lorsque nous frôlons la mort. Une ancienne reine de beauté se trouvait à bord du vol 603. Au décollage, une explosion déchire l'avion, qui s'écrase et prend feu. Dans la cabine envahie par une fumée noire et des flammes gigantesques, alors que la panique s'empare des passagers, elle vit une expérience mystique. Une lumière blanche l'enveloppe, lui apportant une paix absolue. Une voix intérieure lui pose 4 questions fondamentales. T'aimes-tu toi-même? Aimes-tu ta famille et tes amis? Vis-tu en accord avec tes rêves? Et si tu meurs aujourd'hui, auras-tu laissé un monde meilleur?
À cet instant, elle hurle « Non. Je veux vivre ». Elle parvient à s'échapper in extremis. Ce crash a détruit ses illusions et ses superficialités. Elle a compris que la vie est un cadeau inestimable et qu'à partir de ce jour, son ardoise était effacée. Elle devait réécrire son existence avec authenticité et amour. Cette intuition salvatrice, ce murmure de l'âme, se manifeste parfois de manière inexplicable. Une femme enceinte conduit sur l'autoroute par une belle journée. Soudain, une voix dans sa tête lui ordonne de ralentir. Elle lève le pied. Puis la voix hurle « Arrête-toi ». Elle freine brusquement et se gare sur le bas-côté. À la seconde même, une voiture blanche la dépasse à une vitesse folle, perd le contrôle et s'encastre dans la barrière de sécurité. L'intuition de cette femme lui a sauvé la vie. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle court vers la voiture accidentée, force la portière bloquée avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Et aide le couple gravement blessé à sortir avant que le véhicule ne prenne feu. Elle utilise des couvertures données par une passante pour faire un garrot. Et quand les secours arrivent, elle réalise que son geste, guidé par une force invisible, a sauvé 2 vies. Elle regarde ses vêtements blancs, pas une seule tache de sang. Un véritable miracle. Les anges gardiens existent, et parfois ils portent un uniforme de police. L'officier Bernice Johnson patrouillait par une nuit glaciale. La radio annonce un incident sur le pont numéro 8. Bien qu'elle soit loin, une force irrépressible la pousse à s'y rendre. En arrivant, elle trouve une voiture mal garée et un homme prêt à sauter du pont, le visage baigné de larmes. L'officier Johnson ne se contente pas d'appliquer la procédure. Elle écoute son cœur. Elle lui parle doucement, elle repère un siège auto pour enfants à l'arrière de la voiture et l'utilise pour lui rappeler ses responsabilités de père. Lui expliquant que même dans la douleur, il a le devoir d'aimer et de protéger cet enfant. L'homme fond en larmes, la tension retombe. Plus tard, apaisé, il avoue à la policière qu'il voulait mourir, mais qu'elle l'a sauvé. Elle lui répond simplement « Même si vous étiez allé n'importe où cette nuit pour mourir, je vous aurais trouvé. » C'est la puissance de la connexion humaine, cette capacité à ressentir la détresse de l'autre et à y répondre avec compassion. Cette connexion transcende même les frontières de la vie et de la mort. Une femme participe à une cérémonie amérindienne de purification, une utasudation. La chaleur est étouffante, l'obscurité totale. Prise de panique, craignant de suffoquer, elle sort de la tente, épuisée, et s'allonge sur le sable frais. En regardant le ciel étoilé, une vision extraordinaire s'offre à elle. Le visage de sa mère, morte très jeune, apparaît dans la pleine lune. La mère lui sourit avec une tendresse infinie et lui murmure des mots de fierté, « Regarde tout ce que tu as accompli. Tu es allé si loin. » La femme, submergée par l'émotion, se rend compte qu'elle avait toujours cru que sa mère avait manqué les grands moments de sa vie. Ses remises de diplômes, ses mariages, la naissance de ses enfants, son cancer. Mais dans cette lumière argentée, elle comprend que sa mère n'a jamais cessé de veiller sur elle. Elle entend enfin les mots dont elle avait tant besoin, « Je t'aime, ma fille chérie. » La guérison de l'âme opère, douce et définitive. Ces histoires, chers auditeurs, nous rappellent que la vie d'une femme est une tapisserie complexe, tissée de fils d'or et de filles sombres. C'est une quête perpétuelle d'équilibre entre donner et recevoir, entre retenir et lâcher prise. Qu'il s'agisse de trouver le courage de laisser partir un enfant, de pardonner les imperfections de l'amour, de survivre à un deuil dévastateur. Ou d'écouter cette petite voix intérieure qui nous guide vers la lumière, chaque étape est une victoire. La force des femmes ne réside pas dans des actes héroïques retentissants, mais dans la résilience silencieuse du quotidien. Dans la capacité à transformer une maison vide en un nouveau départ, à voir la beauté dans une cicatrice, et à croire, même dans les moments les plus sombres, que l'amour est la seule véritable réponse. L'amour pour soi, l'amour pour les siens, et l'amour pour ce mystère insaisissable qu'est la vie. N'oubliez jamais que chaque jour est une page blanche, une opportunité de réécrire votre histoire avec bienveillance et audace. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition, chérissez les petits moments, et rappelez-vous que vous êtes, à votre manière, absolument extraordinaire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage intime. À très bientôt pour un nouvel épisode, où nous continuerons ensemble à écouter l'écho de l'âme.